Bonjour et bienvenue à Gastro 101. Je m'appelle Dr Alicia Demers-Leblanc et je suis gastro-entérologue au Centre hospitalier universitaire de Québec, au Canada. Dans cette série de podcasts, nous discuterons de pathologies digestives rencontrées fréquemment en clinique. Aujourd'hui, ma cohorte Dr Adriana Lazarescu est avec moi dans les studios de Gastro 101. Adriana, tu nous as amené un cas clinique aujourd'hui? Oui, en effet. Parfait, alors commençons. Il s'agit d'un patient de 55 ans référé pour un problème de brûlement d'estomac. Il présente ces symptômes depuis au moins les 10 dernières années et ceux-ci semblent empirer depuis la dernière année. Il décrit une sensation de brûlement qui monte de l'abdomen supérieur vers le thorax, particulièrement après les repas. Souvent, lorsqu'il a un rot, il régurgite du liquide amer dans sa bouche. Et plus récemment, le brûlement le réveille la nuit et occasionnellement, il doit dormir semi-élevé dans une chaise inclinable. Est-ce qu'il a de la difficulté à avaler? Non, il n'a pas de dysphagie. Son appétit est excellent. En fait, il a gagné 5 kilos durant la dernière année. Est-ce qu'il y a d'autres habitudes de vie à considérer ici? Il fume un demi-paquet de cigarettes par jour et boit souvent plusieurs verres de vin par soir en soupant. Je devrais aussi mentionner qu'il est par ailleurs bien. L'examen physique est sans particularité à part une obésité légère avec un IMC de 30. Est-ce qu'il a été traité pour ces symptômes jusqu'à maintenant? Son médecin de famille lui a prescrit un anti-H2, ranitidine, 150 mg 2 fois par jour. Initialement, il était bien soulagé par ce médicament, mais ce n'est plus le cas depuis la dernière année. Il s'automédicamente aussi avec des Tums qui lui confèrent un soulagement temporaire. Donc, quel est le diagnostic le plus probable d'après toi? Eh bien, la sensation de brûlement qui monte dans le thorax, particulièrement après les repas et en position couchée, en plus du soulagement avec des antiacides, augmente la probabilité de reflux gastro-œsophagien, aussi abrégé RGO. Est-ce qu'il y a des tests pour faire le diagnostic de RGO? Dans le contexte de symptômes typiques, comme dans ce cas-ci, le diagnostic peut être fait uniquement par l'histoire. En plus des brûlements d'estomac, d'autres symptômes sont souvent rencontrés avec le reflux gastro-œsophagien, tels qu'un goût acide ou amer dans la bouche, des régurgitations, le waterbrush, qui est un terme anglais signifiant une hypersalivation en présence de reflux dans l'œsophage, une sensation de globus ou plus rarement une sensation de nausée. Étant donné que le diagnostic peut se faire seulement basé sur l'histoire, j'imagine que d'effectuer un bon questionnaire auprès du patient est d'autant plus important? Je suis contente que tu amènes ce point, Alicia. D'abord, il est primordial que le patient utilise des termes simples pour décrire ses symptômes. Il est aussi important de bien différencier certains symptômes qu'il peut nous décrire. Par exemple, certains peuvent appeler brûlement d'estomac, ce qui est en réalité un brûlement épigastrique, ce qui n'est pas un symptôme de RGO. Un autre symptôme qui peut être mal interprété sont les régurgitations. Il est important de demander ce qui est régurgité et ce que goûtent les régurgitations. Ah oui? Et pourquoi? En reflux gastro-œsophagien, les régurgitations sont décrites comme un goût acide ou amer qui remonte dans la gorge ou la bouche. Il n'y a normalement pas de régurgitation de nourriture. Si les patients régurgitent de la nourriture, il faut plutôt s'orienter vers un autre diagnostic, comme un syndrome de rumination ou alors la chalasie, où les patients régurgitent de la nourriture ayant stagné dans l'œsophage. Ces régurgitations ne sont généralement pas acides et ont souvent le même goût que le repas mangé plus tôt. Intéressant. Y a-t-il d'autres symptômes possibles en reflux gastro-œsophagien? Dans certains cas, le RGO peut aussi se manifester par d'autres problèmes comme de la dysphagie, de la toux
ou des douleurs thoraciques non cardiaques. Dans ces cas, une investigation plus poussée peut être nécessaire. Dans le cas de notre patient, ferais-tu une endoscopie à ce stade? Tel que mentionné, une gastroscopie n'est pas nécessaire pour faire le diagnostic de RGO. Par contre, une gastroscopie est indiquée dans certaines situations, telles que la présence de symptômes de reflux accompagnés de symptômes d'alarme comme la dysphagie, l'odynophagie, un saignement digestif, l'anémie, une perte de poids ou des vomissements récurrents. Une gastroscopie est aussi recommandée en présence de symptômes de RGO typiques qui persistent à un essai thérapeutique de 6 à 8 semaines avec des inhibiteurs de pompe à proton ou IPP. Nous discuterons plus en détail du RGO réfractaire lors de prochains podcasts. Parfait. Maintenant, pourquoi développe-t-on du reflux gastro-œsophagien? C'est une bonne question. Et comme tu le sais, le RGO est une des pathologies rencontrées le plus fréquemment en gastroentérologie. C'est donc une bonne idée pour nos auditeurs d'avoir une bonne compréhension de sa pathophysiologie. Une fausse croyance est que le RGO est causé par une production d'acide gastrique trop élevée. En fait, les patients souffrant de reflux produisent la même quantité d'acide gastrique que la population générale. Le problème vient du fait que le contenu gastrique se rend au mauvais endroit, soit dans l'œsophage inférieur. La muqueuse œsophagienne est très sensible à la présence d'acide gastrique et c'est pour cette raison qu'il y a une barrière gastro-œsophagienne désignée afin d'éviter le reflux de contenu gastrique dans l'œsophage, tout en permettant le passage intégrade de nourriture et de liquide vers l'estomac. Une des composantes principales de la barrière gastro-œsophagienne est le sphincter œsophagien inférieur. Normalement, ce sphincter est fermé la plupart du temps. Il se relaxe transitoirement lors d'une déglutition pour permettre le passage d'aliments et reste détendu jusqu'à ce que le bolus alimentaire passe dans l'estomac. En RGO, plusieurs anomalies en lien avec le sphincter œsophagien inférieur peuvent être rencontrées, telles qu'un tonus faible du sphincter au repos ou plus fréquemment des relaxations spontanées transitoires du sphincter œsophagien inférieur à des moments inappropriés. Ces relaxations sont appelées TLESR en anglais pour Transient Lower Esophageal Sphincter Relaxation. Y a-t-il des facteurs qui peuvent aggraver ces anomalies du sphincter œsophagien inférieur? Il y a plusieurs habitudes de vie qui peuvent favoriser une pression au repos faible du sphincter œsophagien inférieur, en plus d'augmenter la fréquence des relaxations transitoires. La nicotine, la caféine et l'alcool en sont des bons exemples. Certains aliments, comme le chocolat, la menthe et les repas gras, ainsi que certains médicaments, comme les anticholinergiques ou les nitrates, peuvent aussi être contributoires. Enfin, la présence d'une hernie hiatale et un IMC élevé peuvent aussi inhiber la fonction de la barrière gastro-œsophagienne. D'autres facteurs pouvant aussi contribuer à la persistance et à la sévérité du RGO incluent une vidange gastrique retardée, un péristaltisme altéré et une hyposalivation. Est-ce que le RGO est juste désagréable ou peut-il mener à des conséquences plus graves? Le RGO non traité peut mener à des conséquences non négligeables, telles que le développement d'œsophagite érosive, de sténose œsophagienne ou même d'œsophage de Barrett, qui est un facteur de risque d'adénocarcinome de l'œsophage. Alors, quelle serait ton approche thérapeutique pour ce patient? Pour le traitement du RGO, il y a deux approches principales. La thérapie d'intensification et la thérapie de sévrage, aussi appelée en anglais step-up ou step-down therapy. Par thérapie d'intensification,
je veux dire commencer par l'enseignement sur le changement des habitudes de vie, comme la perte de poids, éviter de fumer, de boire du café et de l'alcool, en plus de faire un essai thérapeutique avec un anti-H2. Par thérapie de sévrage, je veux dire commencer le traitement avec une médication antiacide plus incisive, comme un IPP, et par la suite diminuer à la plus petite dose efficace ou encore cesser la médication si possible. Est-ce qu'il y a des données qui prouvent que les changements des habitudes de vie fonctionnent? Même si je suggère toujours à mes patients de cesser de fumer et d'avoir une consommation non excessive de café et d'alcool, en plus d'éviter de manger avant d'aller au lit, je dois admettre qu'il y a peu d'évidence scientifique solide pour supporter ces recommandations. Les seules mesures démontrées efficaces dans la littérature sont la perte de poids et l'élévation de la tête de lit pour les symptômes nocturnes. Alors, est-ce que tu as prescrit un médicament pour ton patient? Comme il avait déjà essayé un anti-H2, il était tout à fait raisonnable de débuter un IPP une fois par jour pour 8 à 12 semaines. Je lui ai prescrit pantoprazole, 40 mg par jour. Et comment ses symptômes ont évolué avec cette médication? À son rendez-vous de suivi 12 semaines plus tard, il avait vu une amélioration partielle de ce symptôme, disons 50% d'amélioration. Par contre, il était toujours dérangé par ceci, particulièrement la nuit. Est-ce que cette réponse partielle t'a surprise, Adriana? Pas vraiment. On sait que jusque 40% des patients avec des symptômes de reflux ne répondent pas à une dose d'IPP une fois par jour. Qu'as-tu fait ensuite? Nous avons déjà parcouru beaucoup de chemin sur le reflux gastro-œsophagien. Peut-être devrions-nous discuter de l'investigation et du traitement de symptômes de reflux réfractaire lors de prochains épisodes de Gastro 101? Bonne idée! À bientôt!